dans l'onglet Réaction au bas de votre écran. Autrement, vous aurez aussi l'option de nous écrire dans la discussion que vous désirez prendre la parole pour que nous activions votre micro ou même nous communiquer directement les questions dans la discussion pour que nous les lisions pour vous. Et dernier point, afin de rendre disponibles les webinaires pour des personnes qui ne peuvent pas être présentes en temps réel, nous enregistrons présentement le webinaire pour qu'il demeure disponible en ligne. Donc, voilà pour les informations techniques. On peut maintenant débuter le webinaire avec le troisième panel qui porte sur les crises et la réorganisation du travail. Donc, la première présentation est celle de Claire Estagnazier et est intitulée « Recréer les espaces physiques et symboliques du travail en temps de pandémie ». Claire Estagnazier est doctorante en communication, membre du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. Elle est aussi membre du laboratoire sur la communication et le numérique et du groupe de recherche sur la communication organisante. Ses intérêts de recherche portent sur les nouvelles pratiques du travail, les usages numériques et la communication organisationnelle. Donc, Claire, la parole est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci Sofiane pour l'introduction, puis merci pour l'organisation du webinaire. Je vais vous partager donc mon écran. Hop. Est-ce que tout le monde voit bien? Super. Alors, alors, je pourrais vous le partager d'ailleurs, hein, si vous le souhaitez, à la fin pour respecter le temps imparti, parce que je vais peut-être devoir passer un peu rapidement sur certains éléments. Alors, cela porte sur comment recréer les espaces à la fois physiques et symboliques du travail en temps de pandémie. Je pense que c'est un sujet d'actualité pour tout le monde ici. Et en fait, donc ce travail a été issu d'un chapitre que j'ai coécrit avec mes directrices de thèse sur ce sujet. Alors, le travail, depuis le 19e siècle, les notions de travail et d'espace, elles sont implicitement imbriquées dans le discours social. On dit aller au travail, aller au bureau. En fait, ça provient depuis la révolution industrielle où, par exemple, l'ouvrier louait ses bras à la journée pour aller à l'usine et puis quand on rentre, c'est terminé. Donc cette notion-là, elle est assez récente finalement et très très liée à l'espace physique. Alors, avec les technologies de l'information et de la communication, la possibilité de travailler à distance, elle a émergé dès les années 80. D'abord avec le fax, le téléphone, et puis grâce au courriel, et puis récemment les plateformes comme Slack, Teams, Zoom, etc. Et puis évidemment, la pandémie a accéléré la tendance, tout le monde l'a remarqué, j'imagine. Alors, dans ces conditions, l'objet télétravail change de perspective, avec un passage à très grande échelle suite à la crise de la Covid-19. Là, j'ai écrit 40% des salariés québécois, je crois que c'est même 50% un article que j'ai vu passer hier, donc actuellement, alors que c'était plutôt autour de 15% avant la pandémie. Donc aujourd'hui, le travail à distance est considéré peut-être comme l'un des modèles dominants de demain, notamment dans certains secteurs d'activité, notamment dans les nouvelles technologies, la consultation, etc. Alors, ça rappelle un petit peu le contexte liquide dans la société liquide en perpétuelle reconfiguration évoquée par le sociologue Bauman, où les articulations entre travail et vie personnelle sont constamment redéfinies. Alors, est-ce que le travail à distance, c'est un travail immatériel? Le corps s'ancre forcément dans un espace physique, je pense qu'on le remarque toutes et tous. Donc, qu'est-ce que ça signifie finalement de recréer des espaces de travail à distance, notamment dans un contexte pandémique? Alors d'abord, je vais rapidement revenir sur un cadre conceptuel qui tourne autour de la socio-matérialité, et puis définir un petit peu le travail à distance. Vous exprimez ma démarche méthodologique, qui est une démarche qualitative et qui a été en fait un terrain exploratoire auprès de 13 travailleurs à distance. Et puis voilà, après, au niveau de l'analyse, je vais présenter les différents espaces habités du travail et nous allons discuter donc des conséquences possibles de cette rematérialisation du travail dans des espaces qui ne m'étaient pas à l'origine dédiés. Alors, aller au travail. Donc, le mot téléwork, ça a été inventé en 1972 par un journaliste, Jack Smith, donc pour le Washington Post. Puis, c'est rentré dans la littérature académique en 1976 avec Jack Mills, qui est considéré comme le père du télétravail académique. Puis, il y a eu diverses expressions, home office, par exemple dans les années 80, travail à la maison, télétravail. On entend souvent parler d'une logique de réaménagement du territoire, surtout dans la littérature en France dans les années 80. Bon, alors, on en parle depuis une trentaine d'années, enfin 40 ans même, mais c'est surtout dans les dernières années que c'est devenu une préoccupation. Dans tous les cas, donc, Laurent Taskin, qui est l'un des spécialistes, lui, parle d'une rupture fondamentale du cadre spatio-temporel du travail via les nouvelles technologies. Donc, certains auteurs parlent même d'une détériorisation de l'organisation en travail à distance et puis même de l'individu.
Alors très récemment, il y a des travaux de géographes du travail, donc Choudhury et collègues par exemple, qui en fait observent ce changement du work from home au work from anywhere. Donc deux sortes de travail à distance finalement, mais qui rentrent dans des logiques complètement différentes. Là, on parle d'une totale flexibilité, de penser le travail indépendamment du lieu. Et ça rappelle un petit peu la prévision que faisait le journal The Economist l'année dernière, avant la pandémie, qui a annoncé dans une vidéo sur Twitter qu'en fait, en 2035, eh ben, presque 1 milliard d'individus seraient location independent. Alors, j'ai utilisé un cas théorique en fait qui s'inscrit en fait dans le tournant spatial des études organisationnelles, qui examine comment les espaces organisationnels, matériels ou non, sont constitués et transformés à travers les pratiques quotidiennes spatiales. Donc, en fait, ça fait écho au courant de la sociomatérialité qui existe depuis les années 2000, donc, dont les auteurs phares sont Wanda Orkowski et Bruno Latour, par exemple. Et en fait, c'est des courants qui pensent en fait comment on pourrait dépasser cette espèce de dichotomie entre social et matériel en se concentrant sur les pratiques dans les organisations. Parce qu'en effet, le numérique, en fait, déjà présente un aspect très matériel. Hein. Je ne vais pas l'évoquer ici, mais il y a toutes les questions d'infrastructure, par exemple. Puis aussi, le corps de la personne qui travaille, il s'ancre forcément dans un espace. Alors, le concept d'affordance, en fait, permet de comprendre que les lieux de travail et puis les artefacts techniques qui y sont associés, ils ont des propriétés matérielles qui contraignent ou facilitent les actions des acteurs. J'ai aussi mobilisé le concept de configuration de Justin Humphrey, qui va un peu plus loin que le concept de connexion, parce que ça parle de l'activité de stabilisation exercée par travailleurs-travailleuses dans le cadre de leur travail quotidien. Donc ça inclut une gamme de pratiques spatiales telles que la personnalisation, la décoration, globalement tout le bricolage qui va autour de ça. Mais ça c'est plus fort que la connexion parce que ça inclut aussi les ajustements spatiaux. Je fais écho aussi à des travaux de collègues du Lab CMO, donc Bono et Enel, en fait, qui, en étudiant les nomades numériques, ont examiné qu'ils sont quand même confrontés à la reconstitution matérielle de leur espace de travail partout où ces personnes travaillent. Et en fait, ça constitue donc un méta-travail, donc à savoir un travail supplémentaire pour permettre le travail. Alors, ma démarche a été une approche qualitative, donc 13 entretiens semi-dirigés avec des personnes qui travaillaient toutes et tous partiellement ou totalement à distance avant la pandémie. Ce critère, il était important pour moi parce que je voulais des personnes qui avaient choisi de travailler à distance avant la pandémie. Puis en fait, ce qui a été intéressant, vous allez le voir, c'est que même pour ces personnes qui avaient fait ce choix avant la pandémie, la pandémie a bousculé leurs ajustements matériels et symboliques en travail à distance. Donc c'était un petit peu une zone d'ombre de la littérature que j'ai voulu explorer. Comme c'était la pandémie, on pourra en discuter pendant la période de questions, mais j'ai fait mes entretiens par Zoom, ce qui m'a permis d'expérimenter un petit peu cette approche. Les personnes, donc entre 25 et 56 ans, surtout dans des métiers plutôt qualifiés du savoir qui pouvaient s'exercer à distance, étaient réparties dans 4 contextes de travail collaboratifs différents. Alors, il y avait 4 salariés dans une organisation classique, donc avec des murs et un toit, qui étaient en télétravail à temps partiel. Tous les autres et toutes les autres étaient donc 100% en télétravail avant la pandémie et étaient selon le cas, donc soit 100% en télétravail dans une entreprise qui avait des murs, soit 2 personnes qui étaient salariées d'une entreprise sans bureau. Et il y avait 3 chefs d'entreprise et 3 travailleurs et travailleuses autonomes. J'ai eu une approche très inductive, donc vraiment partir des données, puis après faire la théorie. Et puis, il y a eu des séances d'analyse collective de données avec des collègues. Alors, je propose la notion d'espace de travail habité. C'est une notion qui est empruntée à l'ethnologie du Paléolithique parce que ça permet de comprendre non seulement l'espace géographique, mais comme monde vécu par les individus. Alors, je vais évoquer d'abord les espaces physiques, voilà, et puis les espaces virtuels qui permettre une expérience hybride. Et enfin, finalement, la gestion du temps comme un espace-temps habité en tant que tel. Voilà, puisqu'en fait, l'espace et le temps, ça fait un peu le contenu, ça forme le contenant de l'activité humaine. Oui, je vous précise que toutes les photos sont celles de mes participantes, donc voilà, on pourra les commenter ensuite si vous le souhaitez, pour vous montrer les différents espaces de travail qui existent. Donc, dans les espaces physiques, pour toutes les personnes interrogées, le travail à distance, c'était un choix. Avant la pandémie, mais seulement 4 personnes avaient une pièce dédiée au travail à domicile, donc un bureau par exemple.
Avec le passage à 100% pendant la pandémie, ils ont tous dit de ressentir le besoin de fermer la porte sur le travail. Alors, il y a certaines personnes qui ont aménagé une pièce à ce moment-là, par exemple la salle dédiée aux jeux vidéo ou la chambre du futur bébé. Et puis, s'il n'y avait pas de pièce disponible, eh ben, il y a parfois un bout de pièce faisait l'affaire. Donc, le bureau dans la chambre, le canapé, la table dans le salon, etc. Dans tous les cas, il y a eu des négociations territoriales avec les autres membres du foyer, parfois les animaux, hein, et donc une confusion dans la communauté de travail. Et là, j'ai cette citation d'un répondant qui dit, en parlant de sa conjointe, « She's not my colleague, but she's my coworker ». Alors, donc, il y a des séparations matérielles des sphères de vie qui se font, donc fermer l'ordinateur tout simplement, ou alors passer de l'autre côté de la table, hein, ou enlever les crayons, les objets dédiés, etc. Là, on voit sur cette photo d'une répondante qu'elle a la moitié de sa table à manger, elle mange d'un côté, puis elle travaille de l'autre, mais elle a fait une barrière d'objets, c'est très clair pour elle finalement. Dans tous les cas, en fait, la pandémie, c'est la renégociation du territoire du travail de chacune dans l'espace habité. C'est rarement égalitaire finalement parce que ça reflète les priorités du foyer. Par exemple, dans ce cas précis, la répondante dit que elle a fait une barrière d'objets pour travailler sur la salle à manger. Lui, son mari, il a un bureau. Alors, est-ce qu'il y a des zones de non-travail dans le domicile ou alors c'est du travail partout? Écoutez, ça dépend un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien la situation, mais en fait, certaines personnes disent qu'il y a des pièces qui sont perçues comme des zones de non-travail à préserver, comme par exemple la chambre à coucher ou la salle à manger, chacun en fonction de ses valeurs finalement. Mais ce qui ressort un petit peu des entrevues, c'est qu'avoir un lieu dédié au travail, ça n'empêche pas de travailler aussi à d'autres endroits. On peut avoir un bureau puis travailler dehors pour avoir plus de lumière, avoir une certaine mobilité intra-domicile, surtout pour en fait, parmi mes répondantes, il y avait des digital nomades qui étaient assignés à domicile pendant la pandémie. Donc, en fait, ces personnes reproduisaient une certaine mobilité dans la maison parce qu'il y avait un phénomène important pour eux. Certains apportent une touche personnelle, donc des plans, des objets qui symbolisent le travail, comme des stylos, des livres, etc. Ce qui était intéressant, c'était de voir que dans l'association au travail, la notion de confort, inconfort, tout ce qui rappelle les sens, était très forte. Il y en avait qui racontaient avoir plus d'inspiration dans un certain fauteuil. Donc, par exemple, la symbolique de l'espace, elle importe peut-être plus que ses caractéristiques intrinsèques. Là, il y a par exemple le hamac, qui est celui d'une répondante qui travaille dans une entreprise sans bureau et qui disait qu'elle aimait bien voir son hamac parce que ça lui rappelait le choix qu'elle avait fait. Alors, les espaces virtuels, certaines plateformes émulent vraiment l'expérience du travail virtuellement, donc reproduisant en ligne le bureau physique. C'est le cas de la plateforme Sokoko utilisée dans l'entreprise sans bureau que j'ai mentionnée. Donc là, les personnes peuvent aller cogner à la porte d'un collègue, les caméras s'allument, les personnes peuvent jaser ensemble. Donc c'est vraiment une copie, quoi. Et ça rappelle la sensorialité du travail. Cette répondante-là dit que si elle voit sur la plateforme les collègues, elle sent leur présence. Alors, pour les entreprises qui ne sont pas dotées de tels outils, d'autres outils comme Slack ou Teams, par exemple, peuvent faire office de bureau. On se connecte pour indiquer sa présence aux autres. Ou le contraire, on ne se connecte pas pour montrer qu'on n'est pas là. En tout cas, ces plateformes peuvent être un moyen de segmenter les sphères professionnelles et personnelles. Donc, ça peut passer par les usages en ligne. Finalement, une répondante me disait qu'elle utilisait 2 navigateurs avec des comptes différents, un pour le personnel, un pour le professionnel, pour segmenter ses sphères de vie, plutôt qu'un lieu. Je vais vous montrer cette capture d'écran d'un répondant, en fait, que je trouve très intéressante. C'est son agenda. Cette personne aime beaucoup s'isoler pour ne pas être dérangée par les questions. Donc, quand il travaillait au bureau, il matérialisait son disponibilité avec un carton sur sa porte en disant « ne pas déranger ». Là, il écrit sur son agenda « buzzy, 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 je suis occupé ». Il matérialise son indisponibilité dans le monde virtuel. Alors, le temps, c'est aussi un espace pour moi, donc un espace de travail. Globalement, certaines personnes ont les mêmes horaires qu'en présentiel, à distance, mais pas la majorité. La plupart, en fait, disent adapter leurs horaires en fonction de leur pic de productivité. Alors, c'est une certaine flexibilité que certains apprécient, mais dont l'individu reste responsable. Ça demande un côté entrepreneur, me disait un répondant. Donc, les personnes qui avaient fait ce choix de manière totale avant la pandémie, beaucoup exprimaient vouloir fuir le 9 à 5. Mais en fait, donc c'est souvent un choix délibéré, mais ça n'empêche pas qu'il y a une certaine difficulté à définir les sphères du travail.
les frontières, pardon. Parfois, cette frontière temporelle, elle peut devenir matérielle et donc symbolique. Symboliser les temps de travail par certains actes. Donc, j'ai un répondant qui portait un chapeau, lui, pour dire qu'il travaillait, pour montrer à ses enfants qu'il travaille. Le problème, c'est que le chapeau en question, eh bien, il oubliait souvent de l'enlever. Donc, sa fille ne le savait pas trop. Donc, on voit encore que là, ici, comme les espaces virtuels, eh bien, le temps, c'est un espace hybride. Hein. Donc, le travailleur se crée des espaces-temps dédiés au travail qui entrent en superposition, voire en collision, eh bien, avec la réalité de l'espace physique. Donc, pour discuter, bien, en fait, les différents arrangements matériels mis en place par les répondants, ça permet d'ouvrir la réflexion à différents degrés de matérialité du travail à distance, que ce soit dans les espaces physiques, virtuels ou dans l'espace-temps. Alors, comment rendre alors les espaces de travail, les différents espaces de travail habitables? Eh bien, c'est par les pratiques que là, nous avons proposé en 3 axes. En proposant la métaphore filée de la construction de l'espace habité du travail, on a proposé 3 figures. Le travailleur géomètre qui copie le lieu du travail, le travailleur maçon qui édifie des frontières et le travailleur décorateur qui s'identifie à l'espace. Alors, dans le cas du travailleur géomètre, eh bien, cette personne configure l'espace avec des éléments technologiques de connexion ou alors matériels et qui reproduisent l'idée que la personne se fait d'un espace de travail. Donc, on voit souvent un esthétisme inspiré des startups ou des espaces de coworking. D'ailleurs, ce sont des espaces qui eux-mêmes brouillent pas mal les codes traditionnels du travail. Ça, c'est un autre sujet. On voit par exemple cette photographie-là d'une répondante qui a un coussin avec l'injonction relax, alors qu'en fait, elle travaille beaucoup sur ce coussin. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle est la forme du travail finalement? Parce que la dématérialisation du travail à distance via les technologies, en fait, ça n'empêche pas son inévitable rematérialisation par les pratiques matérielles du télétravailleur. Donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas une translation, donc au sens géométrique du terme, une mise en mouvement du travail et sa réincarnation par un changement de forme dans un autre espace? Avoir un bureau, ça donne le sentiment de ne pas travailler depuis le domicile. Ça donne le sentiment de travailler depuis le domicile, mais pas à la maison. Il y a une distinction qui est faite ici. Mais dans tous les cas, l'accessibilité en continu de cette pièce, ça peut engendrer des difficultés de déconnexion du travail, même s'il est matériellement invisible dans la maison. Aussi, certaines personnes avaient besoin de matérialiser les outils de la productivité. Donc, certains avaient un espace de travail assez aseptisé et d'autres, en fait, donc le coussin relax avec l'injonction pour se détendre. D'autres personnes me disaient qu'elle avait un espace dédié à la méditation pour être plus productive. Donc, il y a quand même un certain entrepreneuriat de soi qui est à l'œuvre. Pour la personne qui a le type travailleur maçon, donc l'édification des frontières, ces personnes-là ont plutôt tendance à délimiter le travail et le non-travail, soit par des espaces, donc avec un bureau, soit par le temps, donc des horaires fixes, mais aussi des pratiques matérielles, comme les barrières d'objets. Donc ça, en général, ces individus vivent mieux les choses, mais ça suppose quand même un contrôle de leur part et puis une négociation avec les autres membres du foyer. Donc on voit qu'il y a aussi des frontières symboliques, donc on l'a vu, le chapeau, le hamac, il y a aussi par exemple associer certaines musiques au travail, autre répondant qui me racontait ça. Il y a une dimension très symbolique aussi dans l'usage des médias, de se connecter, se déconnecter. Dans tous les cas, ce sont des frontières complexes pour presque tout le monde. Parce qu'en fait, finalement, ne pas avoir un bureau, un lieu propre, ça ne semble pas être si problématique que ça. La difficulté, ça semble plutôt provenir de l'imbrication entre les espaces physiques, virtuels et temporels. Parce que finalement, il ne suffirait pas de matérialiser un espace de travail. Il faudrait aussi pouvoir le délimiter dans le temps, le travail, et puis se déconnecter. Ce qui représente une triple tâche pour le travailleur, de délimiter tout cela. Alors, dernière figure, le travailleur décorateur, identification à l'espace. Eh bien, pour certaines personnes, pour rendre l'espace de travail habitable, en fonction de sa personnalité, il y a mettre des marqueurs physiques d'affirmation de soi, des photographies, l'aménagement du décor, etc. D'ailleurs, les personnes disent souvent « mon espace », l'identité de travail et l'identification à l'espace sont très affirmées. Et puis, quand ce n'est pas un espace qui est délimité, eh bien là, c'est la pratique qui devient identitaire. Donc, il y a ce qu'on montre. Donc, par exemple, une personne qui est nomade, qui va refaire de manière identitaire cette mobilité intra-domicile. Il y a par exemple un répondant qui s'est dit qu'il voulait passer au paperless pour matérialiser son engagement écologique. Donc, il avait derrière l'espace où il fait des vidéos Zoom, une bibliothèque vide avec juste un iPad pour engager les conversations avec ses interlocuteurs. Donc, il y a une dimension en fait performative du travail à distance grâce à l'imbrication entre les espaces physiques et les espaces matériels. Donc, il y a ce qu'on montre. Donc là, on l'a vu.
Et puis aussi ce qu'on ne montre pas. Donc, un autre répondant qui me disait qu'il adorait travailler depuis son lit, et puis sauf quand il était en vidéo, évidemment, pour ne pas risquer de passer pour quelqu'un de pas professionnel. Donc, en fait, il y a vraiment cette dimension très performative qui est importante. Alors, pour conclure dans les temps, alors habiter finalement ces différents espaces de travail, est-ce que ce ne serait pas un méta-travail, un travail supplémentaire qui repose sur l'individu? Oui, parce que recréer un espace de travail habitable, ça passe d'abord par la combinaison des 3 frontières qu'on a évoquées. Alors matérielles, certes, mais aussi temporelles et puis de déconnexion virtuelle. Dans tous les cas, ce sont des frontières éphémères et constamment négociées. Alors, avant la pandémie, toutes les personnes interrogées qui travaillaient à distance, elles avaient un cadre, mais qui a été bouleversé par la crise sanitaire parce que peut-être que ces personnes travaillaient à distance, mais peut-être que c'était dans un tiers-lieu, un café, peut-être qu'ils étaient mobiles. Et puis dans tous les cas, il n'y avait pas ce partage du territoire de domicile avec les autres membres du foyer. Ou avec même des collègues qui sont constamment en ligne. Bref, ça a quand même changé quelque chose pour ces personnes. Le point commun entre ces personnes, c'est le travail de configuration et puis de rematérialisation sans cesse du travail. Ça leur incombe. Le travail depuis partout, il est possible, bien sûr, mais il s'ancre toujours quelque part et ça représente un méta-travail. Et les 3 rôles que nous proposons dans cette métaphore, architecte, maçon et décorateur, ils se succèdent, ils se superposent, voire ils se combinent. C'est une métaphore qui permet de voir comment les frontières se créent à distance, de manière individuelle et pas collective. Donc, en fait, cette responsabilité qui, face à la promesse d'autonomie, de liberté du travail à distance, elle peut être parfois une source d'ambivalence et donc susceptible de générer un certain stress. Donc voilà, l'une des limites, c'est que l'étude est un point de vue situé dans une perspective organisationnelle et socio-matérielle. Ça pourrait être intéressant d'approfondir sur les enjeux psychosociaux, par exemple. Et puis, le profil des personnes interrogées est bien sûr à élargir. C'est une recherche en cours que je poursuis actuellement et que j'aimerais poursuivre tout au long de la pandémie, puis j'espère bientôt à la fin, pour pouvoir le mettre en perspective avec avec une évolution. Merci pour votre attention, puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Voici la référence. Le chapitre n'est pas encore sorti, il va sortir à la fin du mois d'avril. Merci Claire, c'était super intéressant. Je pense qu'on peut tous s'identifier dans chacun des rôles, voir comment cette pandémie nous fait changer notre manière de vivre dans notre espace. On va poursuivre avec la présentation de Geneviève Richard qui est intitulée « Le brouillage de la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle en temps de pandémie ». Geneviève Richard est candidate au doctorat à l'Université du Québec à Montréal sous la direction de la professeure Dalia Gesualdi-Pecto. Sa thèse de doctorat portera sur l'encadrement du temps de travail et le droit à la déconnexion en droit québécois du travail. Donc, la parole est à toi, Geneviève. Merci beaucoup. Donc, j'écoutais la présentation super intéressante de Claire et je me disais, c'est parfait, c'est comme si on s'était parlé et c'est pas le cas, c'est vraiment un hasard. Quand on parlait de la difficulté, justement, de gérer les frontières, c'est exactement de ça dont je vais parler. Donc, je reprends la balle au bon et j'enchaîne avec ma présentation. Donc, je vais partager mon écran. Je ne sais pas si on voit bien. Excellent, merci. Je vois le pouce en l'air. Donc, le brouillage de la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle en temps de pandémie. Pour donner le ton un peu, j'aimerais vous partager une image que j'ai trouvée sur Twitter il y a quelques mois, ou que quelqu'un m'a envoyée, je ne m'en souviens plus. Je suis toujours partante si vous avez des images à m'envoyer sur le droit à la déconnexion, les frontières, je trouve ça toujours très intéressant. Donc, je trouvais que ça représentait ce que plusieurs personnes semblent ressentir depuis le début de la pandémie, qu'auparavant, nos sphères de travail et de vie privée, ça pouvait des fois se superposer, mais généralement, on réussissait apparemment à les séparer, mais depuis la pandémie, le travail a pris toute la place de façon assez agressive, si on suit à l'image. Donc, ce que je vais étudier aujourd'hui, c'est essayer de voir quels sont les facteurs qui auraient pu contribuer à cet état-là. Et surtout, la question que je vais me poser, c'est est-ce que ça date vraiment, est-ce que c'est vraiment la pandémie qui a créé ce problème-là ou est-ce que ce n'était pas un problème qui existait déjà, mais qui aurait peut-être été exacerbé? Bon, ma question est un peu loadée, vous allez peut-être comprendre que c'est un peu vers là que je me dirige. Donc, la source de la dite image. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on entend par le brouillage de la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle? C'est ce dont je vais parler aujourd'hui parce que ça pourrait aller dans les deux sens. On pourrait dire que ça pourrait être des intrusions de la vie privée pendant le temps de travail. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, pas que ce n'est pas pertinent, mais ce n'est pas l'objet
de ma recherche. Moi, je vais plutôt parler des différentes intrusions du travail durant le temps de repos des travailleurs et des travailleuses. Qu'est-ce que je veux dire par intrusion? D'abord, je parle de tous les courriels, appels, textos, etc., qu'on peut recevoir lorsqu'on est théoriquement plus en temps de travail. Donc, soit que notre journée de travail est terminée, on est en journée de congé ou même on est en vacances. On parle aussi de formes de mise en disponibilité qui va être exigée de façon plus ou moins claire, plus ou moins explicite durant le temps de repos. C'est-à-dire que, bon, je vous l'explique même si vous l'avez peut-être vécu en fait, mais on est en temps de repos, on est justement à la fin de notre journée de travail, journée de congé ou en vacances, mais on sent qu'on doit quand même rester disponible au cas où qu'il y aurait des courriels, des appels ou des textos. On peut quand même continuer à vaquer à nos occupations pendant ce temps-là, mais reste que notre cellulaire est pas loin. Il est allumé, nos notifications, nos alertes sont activées. Donc, on est quand même en espèce de disponibilité. Et ça, on serait théoriquement durant notre temps de repos, donc notre temps dédié à nos loisirs, à notre vie privée, à notre vie familiale, mais le travail reste quand même en arrière-plan. Il y a différents facteurs qui peuvent contribuer à ce brouillage-là et je vais commencer par les facteurs en contexte pandémique et en contexte aussi des mesures sanitaires qui ont été imposées. On comprend pourquoi, pour essayer de limiter la pandémie. Donc, il y a eu, comme le mentionnait Claire, une hausse marquée et soudaine du télétravail. Ce qui fait en sorte que pour plusieurs travailleurs et plusieurs travailleuses, le travail, les activités de travail, les activités de repos, de loisirs et familiales se retrouvent maintenant dans le même lieu. Il y a aussi parallèlement à ça une baisse des activités sociales et de loisirs qui exigeait soit de façon obligatoire ou juste de façon courtoise d'éteindre notre cellulaire. Donc, on a moins de frontières externes, on a moins de frontières externes, je ne sais pas pourquoi je cherche un synonyme, qui nous rappellent qu'on n'est plus en travail, qu'on peut se déconnecter. Donc, ça peut être, c'est pas nécessairement impossible de se déconnecter, c'est pas ce que je dis, mais disons que ça rajoute un facteur de difficulté ou un facteur plutôt de facilité pour brouiller les frontières entre les deux sphères. Les parents de jeunes enfants me comprendront, la fermeture des écoles et des garderies, que ce soit de façon annoncée au printemps dernier ou de façon imprévue au fil des semaines et des éclosions dans les différentes écoles, mais ça aussi, ça vient rajouter un facteur de difficulté. Si on doit s'occuper de nos enfants en même temps qu'on doit travailler dans le même lieu, les deux sphères de la vie sont conséquemment assez brouillées. Mais il n'y a pas qu'en pandémie qu'on peut ressentir un certain brouillage de nos différentes sphères de vie. En temps général, et c'est un enjeu qui a été soulevé dans les recherches depuis quand même quelques années, qui commençait à prendre un peu plus d'expansion, mais qui, depuis la pandémie, semble vraiment très important et dont de plus en plus de gens semblent être sensibilisés, ou que de plus en plus de gens semblent être sensibilisés. On parle donc de l'hyperconnectivité professionnelle. Qu'est-ce que l'hyperconnectivité? C'est le fait d'être connecté de façon quasi permanente aux terminaux de la communication, c'est-à-dire aux téléphones intelligents, ordinateurs portables, textos, appels et tout ça. Donc, grâce aux technologies ou à cause des technologies, tout dépendant des jours, les travailleurs et les travailleuses sont de plus en plus joignables partout et en tout temps. Donc ça facilite le brouillage justement des frontières. Un autre facteur aussi, ce serait l'absence de contrôle des travailleurs et des travailleuses sur leur horaire. Dans les différentes études, ce qu'on remarquait, c'était que tous les inconvénients qui peuvent être associés à l'hyperconnectivité ou au fait justement de devoir toujours être plus ou moins sur appel et disponible, bien, ces inconvénients-là étaient de beaucoup amenuisés lorsque les travailleurs et travailleuses avaient un certain contrôle sur leur horaire. Ils pouvaient donc dire, bon, ben moi, ce matin, je le consacre au travail. Après ça, cet après-midi, j'ai un rendez-vous, je dois m'occuper des enfants ou quoi. Mais au moins, on pouvait le prévoir à l'avance. On pouvait plus facilement, à ce moment-là, établir des frontières. Lorsque ce n'est pas le cas, par contre, lorsqu'on n'a pas vraiment de contrôle et qu'on ne sait jamais quand est-ce que quelqu'un pourrait nous appeler ou nous rejoindre, à ce moment-là, ça vient être un facteur qui ajoute au facteur qui contribue au brouillage.
Pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? C'est pas seulement parce que c'est mon sujet de thèse, bien, un des aspects de mon sujet de thèse, mais c'est aussi qu'il y a différents effets néfastes qui sont associés au brouillage des frontières, des effets néfastes sur la santé tant physique que psychologique des travailleurs et des travailleuses. On parle en général, là, je vous les donne sans trop de détails, question de temps, mais il va y avoir les références en bas et moi aussi, la présentation pourrait être disponible là, avec plaisir. Donc, lorsque on ne fait pas bien la différence entre notre temps personnel et notre temps de travail, on ne peut pas se déconnecter et donc on récupère moins bien durant notre temps officiellement de repos. Cette diminution de la récupération-là, elle est associée aussi à une diminution du bien-être. Les travailleurs et les travailleuses qui sont toujours connectés au travail vont rapporter des taux de bien-être qui sont inférieurs à ceux et celles qui peuvent plus facilement s'en déconnecter. On parle aussi des troubles du sommeil, tant de la quantité que de la qualité du sommeil, d'une hausse du stress, notamment parce que les stress de la vie privée sont vécus pendant le temps de travail et vice-versa. Et on parle aussi d'une hausse de taux d'épuisement professionnel, une hausse qui est surtout notée chez les femmes, qui existe aussi chez les hommes, mais particulièrement chez les femmes. Et tout ça, tous ces effets-là sont associés aussi à une baisse de la productivité des travailleurs et des travailleuses. Donc, ça va un petit peu à l'encontre de l'idée selon laquelle on va rester connecté justement pour être plus productif, pour répondre plus rapidement aux questions et aux courriels. Sur le long terme, ça peut avoir l'effet contraire. Comme je le mentionnais rapidement, il y a certains effets qui sont plus marqués chez les femmes, dont par exemple les taux d'épuisement professionnel, mais aussi de façon plus générale. Pour plusieurs raisons, je vais en énumérer seulement quelques-unes. D'abord, bien que les corps se rétrécissent, on ne peut que s'en réjouir, reste que les femmes au Canada, on consacre généralement plus de temps aux tâches domestiques et aux tâches de soins des différents membres de la famille. En anglais, ils appellent ça le care. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on est contacté par le travail durant notre temps de repos, notre temps familial, il y a plus de risques que ça crée un conflit travail-famille. Aussi, lors de la recherche d'emploi, on a tous différents critères qu'on va considérer pour savoir est-ce que c'est un emploi qui nous intéresse ou non, est-ce qu'on va accepter l'offre ou non. Et il a été démontré que les femmes, en général, accordaient plus d'importance à l'équilibre travail-famille lors de la recherche d'emploi que les hommes. Tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que, et là, ce que je vous mentionne, c'est démontré avant la pandémie, que généralement, les femmes allaient plus souvent se priver d'emploi ou de promotion si cet emploi ou cette promotion demandait une forte disponibilité hors du travail, pour les raisons que je viens de mentionner un petit peu plus tôt. Je vous disais, ça a été démontré avant la pandémie, mais aussi depuis le début de la pandémie, malheureusement, on a remarqué que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à avoir dû réduire leurs heures de travail ou à avoir démissionné de leur emploi dans le but de s'occuper des membres de la famille pour différentes raisons reliées à la pandémie. Encore une fois, les sources sont en bas de la diapositive. Une fois que je vous ai exposé ça, que je vous ai parlé des effets, tout ça, on pourrait se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ces effets-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour établir des frontières nettes entre notre vie privée et notre vie professionnelle? Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour demander le respect de ces frontières-là? Donc, je vais faire un extrêmement bref survol de ce que prévoit le droit québécois pour cet aspect-là. En fait, je vais commencer par ce que ne prévoit pas le droit québécois. Donc, il n'existe pas dans la loi sur les normes du travail du Québec, il n'y a pas de limite du nombre d'heures travaillées. C'est-à-dire que la loi ne vient pas dire qu'après un certain nombre d'heures, on doit absolument être en temps de repos, que ce soit après un certain nombre d'heures dans une journée ou un certain nombre d'heures dans une semaine. Évidemment, quand on dépasse je dis évidemment, c'était pas tout le monde qui sait, mais quand on dépasse un certain nombre d'heures par semaine, la rémunération doit se faire à temps et demi pour certaines catégories, mais il n'y a pas de limite du temps en tant que tel. Par contre, il y a une petite exception à ça, c'est qu'on a droit, selon l'article 78 de la loi sur les normes du travail, à 32 heures consécutives de repos à chaque semaine. Donc, ce qui donne l'équivalent d'une journée et un petit peu plus. Donc, ce qui peut sembler intéressant. Par contre, ce qu'il
qu'il faut savoir, c'est toujours selon la loi sur les normes du travail, c'est que la définition de ce qui est du temps de travail versus ce qui est du temps de repos, elle est plutôt limitée. Donc, dans la loi sur les normes du travail, il y a deux options. Soit que vous êtes en temps de travail, soit que vous êtes en temps de repos. Il n'y a pas d'entre-deux. Mais qu'est-ce qui est considéré comme étant du temps de travail? Il y a d'abord le temps pendant lequel vous effectuez une prestation de travail, ce qui semble assez logique. Et par exemple, si vous êtes théoriquement en temps de repos dans votre journée de congé ou quoi que ce soit, que quelqu'un du travail vous contacte et que vous répondez par exemple à un courriel ou vous répondez à un appel, le temps que vous passez à répondre à ce courriel ou à cet appel est considéré comme étant du temps de travail. Il doit donc être rémunéré si vous êtes rémunéré à l'heure. Et tous les autres droits et obligations qui s'appliquent au temps de travail vont s'appliquer aussi à cette courte période-là. Par contre, le temps de disponibilité va être considéré comme du temps de travail, mais seulement s'il est effectué sur les lieux du travail. Et le « sur les lieux du travail » a été interprété à de nombreuses reprises dans la jurisprudence comme signifiant sur les lieux de l'entreprise. Donc, si vous travaillez, par exemple, dans un magasin, qu'il n'y a pas de clients, que vous n'avez rien à faire, mais que vous êtes sur les lieux du travail, vous êtes durant votre quart de travail, l'employeur doit vous rémunérer parce que vous êtes disponible pour travailler. La seconde où un client arrive, vous êtes là pour lui répondre. C'est une commande qui arrive aussi, vous êtes là pour la traiter. Mais si vous êtes à la maison ou au parc ou chez des amis ou peu importe, au chalet, que sais-je, que votre cellulaire est allumé, que les alertes sont activées, que vous êtes prêt à répondre à une question, donc une question de collègue, de supérieur, de client, peu importe, on va considérer dans la loi que vous n'êtes pas en temps de travail pendant ce temps de disponibilité-là. Parce qu'un des arguments qui est soulevé, c'est que vous pouvez quand même continuer à faire vos tâches personnelles. Vous pouvez continuer, si vous écoutez la télévision, si vous avez beau, si vous êtes avec vos amis, vous pouvez quand même continuer. Vous n'êtes pas prisonnier là, sur les lieux de travail. Par contre, on pourrait répondre à ça, oui, mais on n'est pas non plus 100% en repos. On reste quand même prêt. On n'est pas dans un endroit qui n'a pas de connexion Internet. Ça se peut qu'on doive interrompre une conversation. Ça se peut qu'on doive sortir d'une pièce pour répondre à une question. On n'est pas 100% non plus en repos. Mais la loi sur les normes du travail, qui a été adoptée en 1979, qui est rentrée en vigueur en 1980, n'avaient pas en tête, les gens qui l'ont écrit n'avaient pas nécessairement en tête toutes les possibilités de la technologie qu'on a en ce moment. Donc, c'est un petit angle mort, petit ou gros, c'est selon. C'est un angle mort donc de la loi qui fait en sorte que même si on vient limiter le temps de travail, il y a une partie du travail qui n'est pas comprise dans ce temps de travail. Il existe aussi quelques types de droits de refus dans la loi. Je vais me concentrer sur un en particulier. C'est que si le travail qui vous est demandé va à l'encontre de certaines obligations familiales, et je mets l'accent sur le mot obligation, j'y reviens dans quelques secondes, vous pouvez refuser d'effectuer ce travail-là. Par contre, le travailleur ou la travailleuse qui veut exercer ce droit de refus-là, qui par ailleurs est protégé contre les représailles de l'employeur, doit toutefois avoir pris les, et je cite, moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ses obligations. Donc, on ne parle pas ici d'un cas d'un travailleur ou d'une travailleuse qui dirait, bien écoutez, vous m'avez demandé de travailler samedi, mais ce ne sera pas possible parce que c'est la fête de mon fils et j'aimerais la célébrer. Ce n'est pas une obligation familiale selon la loi. On parle plutôt d'un cas de, j'ai un jeune enfant à la maison, et la personne qui devait le garder pendant mon quart de travail s'est décommandée à la dernière minute et je n'ai pas réussi, malgré toutes mes démarches, à trouver de remplaçant. On va comprendre qu'il y a une obligation à ne pas laisser un enfant de 4-5 ans seul à la maison. Donc, on parle vraiment de circonstances très, très précises pendant lesquelles on peut établir une frontière et dire non, là, le travail ne pourra pas. On met une frontière en fond entre notre vie personnelle, donc nos obligations familiales, et le temps de travail. Une fois que je vous ai dit tout ça, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans un avenir à court, moyen et long terme? Comme je l'ai dit, la crise en tant que telle, la pandémie n'a pas créé les problèmes de brouillage des frontières, n'a pas créé les problèmes d'hyperconnectivité. Elle les a
exacerbée pour plusieurs personnes. Elle les a mis en lumière aussi pour beaucoup d'autres personnes. Il y a eu un intérêt accru de la part des médias et des politiciens, mais ce sont des problèmes qui existaient avant et qui vont continuer d'exister après si on fait rien. Dans l'avenir, donc si on se projette dans un avenir post-pandémique, il y a plusieurs entreprises et travailleurs et travailleuses qui ont démontré une ouverture à un modèle hybride d'organisation du travail, donc un certain mélange entre le télétravail et le travail en entreprise. Ce qui nous fait croire qu'on ne se dirige pas vers un monde qui va avoir de moins en moins besoin des technologies de l'information et de la communication, au contraire. Au niveau législatif, bon, j'ai passé les 5 dernières minutes à vous dire c'était quoi les limites du droit du travail dans la loi, en tout cas. Et dans le fond, c'est qu'il n'y a pas de législation qui est prévue à court ou à moyen terme concernant le télétravail ou concernant un certain droit à la déconnexion. Le ministre du Travail québécois a démontré un certain intérêt à moderniser les lois actuelles du travail pour qu'on tienne compte du télétravail, donc de toute prestation de travail qui est effectuée hors des lieux de l'entreprise. Mais il n'est pas question pour lui d'imposer une forme d'entente ou une forme des critères particuliers là, pour l'exécution du télétravail. Il y a un avis qui a été publié là-dessus qui contient un modèle d'entente qui est intéressant et qui traite de différents enjeux dont il faut traiter si on veut vraiment couvrir tous les aspects du télétravail, mais il n'y a aucune force obligatoire à cet avis-là. Quant au droit à la déconnexion, le ministre a été d'une clarté absolument limpide. Il n'est pas question du tout d'adopter une loi à ce sujet-là. On encourage par contre les entreprises à se doter de politiques qui sont écrites et qui sont claires sur qu'est-ce qu'on attend des travailleurs hors des heures du travail. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'ils soient disponibles? Est-ce qu'ils peuvent éteindre leur cellulaire sans risque de représailles, sans risque qu'on dise, ben, écoute, on n'est pas capable de te joindre, tu n'es pas un bon travailleur d'équipe ou je ne sais trop. Donc, l'idée de ma présentation, ce n'est pas de dire les technologies, c'est mal, il faudrait s'en départir. Au contraire, je suis une grande fan et c'est ce qui permet aussi en ce moment de nous parler. Par contre, je crois que si on veut continuer à profiter des avantages indéniables qu'ils nous procurent, on n'a pas le choix que de prendre le problème de front, d'identifier les inconvénients possibles et surtout de travailler à les minimiser pour que justement on puisse continuer à bénéficier de leurs nombreux avantages. Merci beaucoup. Merci Geneviève pour la présentation. Super intéressant. On en serait donc à la période de questions. Donc, n'hésitez pas à intervenir, là, comme je l'ai dit, en faisant le petit, dans l'onglet réaction, vous avez l'option lever la main ou écrire directement dans la discussion pour qu'on puisse lire vos questions ou juste seulement manifester que devant vous de prendre le micro. Donc, je prendrai les tours de parole. Oui, Claire. Oui, merci beaucoup Geneviève. C'était très éclairant et effectivement, je vois que ça va un peu vers le même constat. Donc, merci beaucoup. Et puis, je suis vraiment contente d'avoir eu cet éclairage sur la situation du droit à la déconnexion au Québec parce que effectivement, c'est des questions qu'on m'a souvent posées. C'est vrai que dans une autre étude, j'ai un peu travaillé sur le sujet, mais sur les cas en France où il y a cette loi qui existe depuis 2016. Et il me semblait avoir vu que c'était quand même en discussion auprès des parlementaires québécois il y a quelques mois. Mais finalement, c'est ça a été rejeté. Enfin, justement, je ne savais pas où ça en était. Donc, est-ce que c'est bien ça? Ça a été en discussion et ça a été écarté? Comment ça s'est passé sur ce projet de loi? En fait, il y a eu 2 projets de loi qui ont été déposés au Québec à cet effet-là. Il y en a eu un en 2018 par le Parti Québec solidaire. Et en 2018, leur projet de loi ressemblait beaucoup à ce qu'on retrouve en France. C'est-à-dire c'est une obligation pour les employeurs de négocier des ententes portant sur le droit à la déconnexion des travailleurs et travailleuses, qui était assortie aussi de sanctions pour les employeurs qui n'auraient pas adopté de telles ententes après un certain temps ou qui ne les respecteraient pas. Le projet de loi est mort au feuilleton avec le déclenchement des élections au printemps 2018. Arrive le printemps 2020, avec les conditions qu'on connaît. Québec solidaire, en fait, il serait pertinent de remettre notre projet de loi.
Donc, ils l'ont représenté. Il était très, très similaire. Là. Je pense qu'il y avait quelques petits changements au niveau des sanctions. Il était très similaire au projet de loi de 2018. Mais comment ça fonctionne dans bien des juridictions, j'imagine, comment ça fonctionne spécifiquement au Québec. On présente un projet de loi, puis après ça, on peut en débattre. Puis là, il y a différentes étapes avant que ça devienne une vraie loi. Et là, le projet de loi est toujours au niveau de la présentation. Donc, on l'a présenté, on en a parlé, peut-être 15 minutes, et c'est tout. Ça a été, le projet de loi a été déposé par Québec solidaire, qui est la deuxième opposition. Il n'y a pas, en ce moment, il n'y a pas d'indication que ça va aller plus loin que ça, notamment avec le fait que le ministre du Travail a répété à plusieurs reprises, bien que sa position ait légèrement évolué sur le sujet au fil des dernières années, mais les derniers échos qu'on en a eus, c'est qu'il semble vouloir étudier la question dans le sens de se dire, bien, c'est très bon qu'il n'y ait pas d'abus, puis c'est important qu'on se dote de politiques claires. On va peut-être fournir quelques recommandations, mais au niveau législatif, en ce moment, pour le Québec, du moins, il n'y a pas d'indication que ça va changer de sitôt. Et pardon, j'ai une deuxième question, merci. Est-ce qu'il y a d'autres provinces du Canada qui ont un droit, une législation en ce sens-là, ou alors d'autres, enfin, moi je connais le cas de la France, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples qui seraient intéressants à citer dans d'autres peut-être pays ou régions? Oui, on dirait vraiment qu'on s'est préparé, je vous jure que non. Au niveau des autres provinces canadiennes, non, il n'y en a pas encore qui ont de droit à la déconnexion. Je ne sais pas si elles le considèrent, par contre. Je n'ai pas eu d'effet là-dessus. J'ai une alerte Google sur Right to Disconnect et je n'ai rien vu là-dessus. Je continue quand même de suivre la situation. Au niveau fédéral, ça c'est intéressant parce qu'en 2019, ils avaient regroupé un comité d'experts pour viser à moderniser. Ton micro, il fonctionne pas ou plus. Oh, je suis vraiment désolée, ça m'avait fait ça il y a quelques temps, puis je pensais que le problème était réglé. Désolée. Donc, il n'y a pas au niveau des provinces canadiennes, il n'y a pas de droit à la déconnexion qui est adopté et je ne crois pas non plus que ce soit sous étude officiellement. Au niveau fédéral, il y avait déjà été question d'étudier ce concept-là, mais en 2019, il y avait un comité d'experts qui avait dit, écoutez, on n'a pas assez de données pour recommander l'adoption d'un droit à la déconnexion. Donc, ça en était plutôt resté là. Mais en ce moment même, jusqu'à la fin avril, la ministre fédérale du Travail mène une vaste consultation sur le droit à la déconnexion pour savoir qu'est-ce que les gens en pensent. Donc, il y aura peut-être des développements à ce sujet-là. Et très brièvement, il y a deux autres pays qui ont adopté, au moins deux autres pays qui ont adopté le droit à la déconnexion, l'Espagne et l'Italie. Mais dans les deux cas, c'est similaire à la France. On ne définit pas vraiment qu'est-ce qu'on entend par droit à la déconnexion. Il n'y a pas de sanctions non plus. Donc, les effets restent à voir. Là. Je pourrais en parler pendant des heures, mais brièvement, disons que les effets restent à évaluer. Ce n'est pas une solution miracle en ce moment. Merci beaucoup, Geneviève, pour vos informations. Louis-Philippe? Oui, merci. Merci à vous deux pour vos présentations. C'est vraiment très, très intéressant. J'ai une question qui s'adresse à vous deux, une inquiétude que je vois passer de temps en temps par rapport à la reconfiguration du travail là, en temps de pandémie. C'est les enjeux, si on veut, de surveillance ou de surveillance de la productivité de la part des employeurs sur les travailleurs. Justement, ce serait quoi sur le plan juridique? Je comprends que ça peut être très lié au droit à la déconnexion, mais aussi est-ce qu'il y a différents liens qui peuvent s'établir avec les espaces ou justement s'il y a différents types d'espaces qui peuvent être considérés comme étant pas du travail, etc. Fait que c'est comme une question un peu floue là, à propos de la surveillance exercée par les employeurs. Puis, j'ai une autre question plus spécifique pour Claire relativement aux entretiens en visioconférence. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité avant la pandémie de mener des entretiens de recherche en personne.
Mais simplement pour savoir c'est quoi les défis ou les différences que vous avez observées là, entre l'entretien en personne puis l'entretien en visioconférence. Merci. Oui, merci Louis-Philippe pour la question. Sur la question de la surveillance, je pense que Geneviève sera peut-être plus à même de répondre en ce qui concerne le droit. En tout cas, en ce qui concerne les usages, ça c'est une autre recherche que j'ai menée sur le sujet. En fait, sur la réaction, les stratégies développées par les travailleurs-travailleuses, en fait, en réaction à une surveillance réelle ou perçue. Hein, parce que parmi les personnes interrogées, personne n'a fait part de logiciels de surveillance comme la tendance ce qu'on appelle les bossware, ces logiciels vraiment un peu invasifs. Donc, la personne avait vraiment ça dans l'organisation dans laquelle il travaillait. Mais sur la surveillance, elle était un peu plus subtile sur est-ce que je suis en ligne, est-ce que je ne suis pas en ligne. Donc, certaines personnes avaient des stratégies. Ben là, le répondant dont j'ai montré l'agenda, c'est typiquement l'une des stratégies pour se montrer indisponible. C'est dire, voilà, je suis pas... En fait, c'est créer une fausse réunion avec lui-même. Hein. Ce n'était pas des réunions réelles, c'était juste pour être tranquille et pour que son bouton soit en rouge, je ne suis pas disponible. Alors, voilà, donc d'autres personnes, bon, je suis passée un peu vite dessus, mais il y a des personnes qui racontaient que dans l'espace physique, ils étaient au parc, mais dans l'espace virtuel, ils étaient connectés au cas où il y avait une demande qui passait. Alors, c'était effectivement une détente relative, hein, parce que ce qu'il disait répondante, j'aimais bien sa formulation. Elle me disait, je ne suis pas trop stressée parce que je suis toujours connectée, donc si on me demande quelque chose, je peux répondre. Donc, c'est cool, je suis au parc pendant ma journée de travail. Mais si on me demandait une question urgente sur un dossier important, si je n'ai pas mon dossier sur moi, là, je serais un peu mal. Et là, ce ne serait pas terrible. Donc, en fait, c'est ça, c'est que c'était assez délétère. Finalement, moi, ça m'a fait penser un peu à des petites stratégies, à des arts de faire, en fait. Les personnes, elles se vantaient un peu de leur stratégie, elles étaient assez fières. Et puis, il y avait une surveillance un peu entre les pairs aussi. Hein. Souvent, ce n'est pas forcément vis-à-vis du management, c'est vis-à-vis de la culture d'entreprise qui est en fait relayée par les autres personnes. Donc, parfois, ce n'est pas forcément le supérieur hiérarchique direct. Hein. Il y a cette espèce de surveillance entre pairs. Donc, bon, c'est très long comme sujet. Hein, mais... Alors, il faut savoir que ça existait avant la pandémie, hein, quand même. C'est notamment le cas du présentéisme physique. C'est aussi une autre pratique, hein, de montrer qu'on... alors, je sais qu'au Québec, présenter, c'est d'aller travailler quand on est malade et qu'on a des symptômes et qu'on devrait être en arrêt en journée maladie. En France, ce qu'on appelle le présentéisme, c'est le fait de faire des heures à rallonge pour montrer qu'on est impliqué dans son travail. Donc, il y a des définitions un peu différentes, mais ça reste des pratiques en fait, de visibilité, survisibilité, qui sont en lien avec des problématiques de culture d'entreprise. Et clairement, ces problématiques qui existaient déjà dans l'espace physique, elles se reproduisent dans l'espace virtuel. Et en fait, la surveillance, souvent, elle existait déjà avant. En fait. Donc, c'est plus les questions de management qu'il faut repenser, un management par la confiance. En fait, ça sort même presque du droit, là. Ça va vers la culture d'entreprise. Et puis, pour ce qui concerne les entretiens sur Zoom, en fait, parmi les 13 participants, il y a 2 personnes que j'ai pu rencontrer en vrai. Dans la mesure où c'était entre les 2 vagues de la Covid-19 cet été. Il y avait un moment donné où c'était permis de se rencontrer à l'extérieur. Donc, il y a 2 personnes que j'ai rencontrées dans leur jardin, en extérieur. Je ne sais plus, c'était au mois de juin ou juillet. Enfin, c'était, voilà. Donc, les autres, j'ai fait par Zoom. Et puis, j'avais fait d'autres entretiens apparemment. Il y a effectivement une différence. Parce que la personne, on ne la voit pas, on ne la sent pas. En fait, il y a beaucoup d'informations qui passent par la présence physique. Hein. Mais c'était intéressant également. Je veux dire, j'ai trouvé aussi d'autres types d'avantages à être en ligne, notamment que... alors, ça prenait plus de temps. C'est-à-dire que j'ai passé vraiment beaucoup de temps à avoir des discussions casuelles un petit peu. Au lieu de durer 1 heure, ça durait peut-être 2 heures pour que la personne se sente en confiance. Il fallait plus de temps pour créer ce lien-là, peut-être. Mais la caméra permettait justement de voir le dispositif de travail à distance. Très clairement, en termes d'outils, c'était vraiment intéressant de faire des partages d'écran, voir la personne qui montrait avec sa caméra, voilà, je suis comme ci, je suis comme ça, voici mon bureau, voici mon chien, voici mon fils, enfin vraiment. Et en fait, finalement, on allait plus dans l'intime à la fin. Peut-être que le fait qu'on soit à distance physiquement, les personnes avaient plus tendance à se livrer, mais j'ai trouvé que c'était assez riche en fait comme rencontre, en tout cas pour la plupart des entrevues. Après, en personne aussi, il y a cette richesse, mais parfois il y a une petite gêne. Et si on s'était rencontrés, par exemple, dans un café ou dans un tiers-lieu à l'époque où c'était
possible, eh bien, je n'aurais pas vu leur domicile et leur espace de travail. Donc, j'aurais gagné autre chose. Donc, de la compréhension, j'en aurais perdu autre. Donc, c'était intéressant. C'est pour ça que j'aimerais poursuivre cette étude. En fait, l'idéal, je pense, c'est d'avoir les deux. Ça permet d'avoir une compréhension du dispositif là, global. Hein, s'il peut y avoir les deux, je pense que c'est vraiment l'idéal. Mais c'est intéressant aussi. Il y a beaucoup de choses à développer, je trouve. Merci pour la question. Merci. Pour ce qui est très brièvement de la surveillance et du droit, c'est pas nécessairement mon sujet de spécialité, donc je vais y aller plus général. En général, un employeur ne peut pas se mettre à surveiller, par exemple, les courriels de son travailleur ou de sa travailleuse pour n'importe quelle raison. On ne peut pas aller et la jurisprudence utilise souvent l'expression, on ne peut pas aller en partie de pêche. On ne peut pas commencer à dire, ben lui, finalement, est-ce qu'il travaille bien? Il faut qu'on ait eu des indices qui nous laissaient croire qu'il y avait peut-être autre chose qui se passait durant les heures de travail. On voit des articles de journaux, surtout depuis le début de la pandémie, de dispositifs, de logiciels qui visent à surveiller les travailleurs et les travailleuses à distance. J'ai rien entendu à ce sujet-là au Québec. Je ne sais pas si c'est parce que justement on ne peut pas se mettre à espionner les gens comme on veut, ou est-ce que c'est simplement parce que c'est plus subtil et qu'on ne s'en est pas encore rendu compte. Donc là-dessus, je ne m'aventurerai pas trop. Mais ça soulève aussi d'autres enjeux, notamment en santé et sécurité du travail. On n'y pense peut-être pas, mais il y a des inspecteurs du travail ont le droit d'aller sur un lieu de travail pour s'assurer que ce soit sécuritaire pour les travailleurs et les travailleuses. C'est d'ailleurs une des obligations de l'employeur, c'est d'assurer la sécurité de ses employés. Mais qu'est-ce qu'il en est de ceux et celles qui travaillent de la maison? Est-ce que ça veut dire que l'employeur pourrait envoyer un inspecteur chez nous pour s'assurer que notre chaise est ergonomique, que notre bureau est bien placé, puis tout ça? Donc, c'est des questions qui se posent parce que c'est des enjeux qui étaient plus ou moins présents avant la pandémie parce que les gens qui étaient en télétravail l'étaient pour un nombre d'heures qui était restreint et en général étaient très satisfaits. Donc c'est ça, mais depuis la pandémie, il y aura probablement plus de recours à ce sujet-là et ça va être intéressant de suivre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait une autre question? Sinon, on entrerait dans la petite pause de 5 minutes qu'on avait prévue. Donc, il est 32, on viendrait à I37 et on poursuivrait avec le 4e panel. Donc, on se revoit bientôt. Bonjour tout le monde. Donc, nous allons poursuivre avec le dernier panel qui porte sur les crises et les enjeux sociétaux. Donc, tout d'abord, nous allons entendre la présentation de Michael Thomas Kowalski intitulée La COVIPIS, l'espace sécuritaire et libérateur des cyclistes en confinement durant la pandémie. Michael Thomas Kowalski a obtenu son baccalauréat en sciences politiques de l'Université de Saskatchewan et il poursuit un DESS en droit du travail à l'UQAM en se spécialisant sur la représentation collective et la sécurité des coursiers à bicyclette. Il a travaillé lui-même comme messager à bicyclette à Montréal pendant une décennie. Donc, je vous laisse la parole, Michael. Merci beaucoup. J'aimerais commencer à offrir mes remerciements aux organisateurs, organisatrices, et spécialement Sophie-Anne, Ariane. Commençant avec mes excuses, ma connexion. M'entendez-vous bien? Ma connexion est un peu faible. Si jamais ça interrompt, juste de me dire, je vais arrêter le PowerPoint. Oui, mon nom est Michael, je suis étudiant à l'UQAM. Aujourd'hui, je vais vous parler des pistes cyclables mises en place pendant la pandémie de la COVID-19, surnommées des COVID-pistes. Ma perspective
découle de mes expériences en tant que messager à Montréal, de mes études en sciences politiques et en droit, et de mon songe que les jeunes débutants de tout âge pourraient enfourcher la petite arène et sillonner les rues en toute sécurité. Je vais débuter ma PowerPoint. Je m'excuse. Est-ce que je suis en partage d'écran? OK, merci. OK. La crise. Débutant en Chine, la pandémie de la COVID-19 a frappé le Québec et le monde au printemps 2020. La crise a incité l'administration de la Ville de Montréal à bonifier son réseau cyclable pour des raisons de santé publique. Mais est-ce que les nouvelles pistes resteront en place après la fin de la crise? Le contexte, on est à la croisée de deux crises. On parle des crises aujourd'hui. La situation, parlant de la méthode et les cadres théoriques, la situation est si nouvelle et se retrouve dans un créneau académique si microscopique que peu de littérature revue par les pairs existe sur le sujet. Donc, nous devons nous fier pour l'instant à d'autres sources, incluant des références en urbanisme, les écrits sur la sécurité des cyclistes, les communiqués de presse municipaux et les journaux quotidiens. Le cadre théorique que j'utilise est un amalgame des idées issues des domaines de santé publique, environnementalisme, économie, sciences politiques et un peu d'urbanisme et géographie. La conclusion qu'on retire est que les aménagements majeurs peuvent produire des effets désirables à long terme. Le vendredi 13 mars 2020 a porté la malchance en marquant l'abandon du centre-ville de Montréal. Les gens sont retournés chez eux pour faire du télétravail en confinement, comme expliqué dans la présentation de Claire, en raison de la COVID-19. La fermeture préventive a inclus également les centres d'entraînement physique. L'isolation et le manque d'exercice physique nuisaient à la santé mentale des citoyens. En exacerbant la situation, l'achalandage du métro a diminué de 90% quand les usagers des transports en commun ont commencé à éviter les espaces clos des wagons, des trains ou du métro. Ce phénomène s'est reproduit maintes fois simultanément dans des métropoles à travers la planète. Avec les gyms fermés et les trains boudés, les citoyens ont saisi l'occasion d'adopter davantage le vélo comme moyen de transport pour leur déplacement. Pourquoi? Pourquoi le vélo? Il y a 5 raisons classiques pour lesquelles les gens choisissent de se déplacer à bicyclette au lieu d'autres moyens de transport comme l'automobile ou à pied, le transport en commun raillé, des choix, comme expliqué avant. Ces raisons sont les aspects économiques, environnementaux, l'efficacité et la mise en forme, le bonheur qui résulte et finalement, dans le contexte de la crise, le pouvoir de le faire en respectant les mesures de distanciation sociale. Le vélo est abordable. On peut en avoir une pour quelques centaines de dollars, comparé à l'automobile qui coûte plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers de dollars. Il n'y a aucune consommation d'essence ni de gaz d'échappement toxiques émis, aidant à ralentir le réchauffement planétaire. Les études ont mesuré que la bicyclette est plus rapide que l'automobile sur des déplacements de courte distance et plus aisément dirigeable sur des parcours complexes comprenant multiples destinations. L'action de pédaler oblige le cycliste à utiliser la force physique en brûlant des calories qui se comparent avantageusement avec la vie sédentaire de l'automobiliste. Imaginons une auto prise dans la congestion dans laquelle le chauffeur est également pris avec une absence d'activité et une abondance de frustration, alors que le cycliste il roule librement. C'est peut-être pour ces raisons que les sondages de satisfaction dans les déplacements trouvent que les cyclistes sont les plus contents, suivis par les gens en transport de commun et les automobiles loin derrière. Certes, les avantages du vélo sont nombreux.
Malgré ces avantages individuels et sociaux, il reste des barrières à l'usage de la bicyclette. Un obstacle souvent nommé par des cyclistes potentiels est la sécurité. Sécurité. Les gens perçoivent l'activité comme dangereuse. Si le cycliste est happé, il ne se retrouve pas protégé par une cage de 2000 kg en acier comme le chauffeur de l'automobile. Son corps est vulnérable à des blessures sérieuses. Le transport par vélo est effrayant pour certaines et même cauchemardesque. C'est pour cette raison que la construction d'une infrastructure bien sécuritaire pour les cyclistes est centrale à l'accroissement de la partie de la population qui fait du vélo. Lorsqu'on considère ces faits dans le contexte de la pandémie, on comprend l'origine du désir de l'administration de la mairesse Valérie Plante à améliorer la situation de manière appropriée avec un réseau cyclable bien conçu et doublement sécuritaire. La COVID-19, les artères désertes, les rues abandonnées, plus de gens ont eu la perception de sécurité. Oh boy, qu'est-ce qui est arrivé? OK. Il y avait un accroissement d'utilisation des vélos en libre-service, genre des Bixi. Les ventes de bicyclettes électriques ont grimpé. Les boutiques de vélos ont remarqué une forte croissance en vente et les bateaux remplis de composants et de pièces venant d'Asie ont été ralentis par les soucis de transmission du virus. Une pénurie mondiale de bicyclettes a été déclenchée. La bicyclette, avant la crise, aperçue comme transport alternatif pour une promenade calme ou de fin de semaine, un jouet d'enfant ou passe-temps de quelques gens passionnés, s'est transformé en moyen de transport sérieux et incontournable. Un bien meuble recherché, son prix de vente et sa valeur sont montés en flèche. La bicyclette a été propulsée à nouveau dans une période d'usage populaire. Un essor et un boom de bicyclettes, un essor de bicyclettes pour des étudiants aux revenus modestes, des travailleurs en chemise, des athlètes hyper musclés et des jeunes familles, tout le monde. Devant ces circonstances, l'administration municipale a saisi de recourir à trouver une solution pratique afin d'accommoder tous ces nouveaux usagers de vélo. Les centres urbains partout ont annoncé la mise en place des réseaux cyclables plus robustes. Parmi ces villes, Paris, Londres, Milan, Bogota, New York et Toronto, ils ont tous installé une centaine de kilomètres de pistes cyclables pendant la crise. Montréal a fait la même chose en installant des bancs cyclables et des corridors de transport actifs à travers ses quartiers centraux. Par exemple, dans le plateau, il y avait une trentaine de kilomètres, Verdun, une vingtaine de kilomètres, du sud-ouest, une quinzaine de kilomètres, et merci Hochelaga, Maisonneuve, une trentaine de kilomètres. Les travaux publics ont peinturé des bancs cyclables aux marges de la rue ou bien ont construit des véritables autoroutes pour vélo, comme le réseau Express Vélo, le REV, sur la rue Saint-Denis à Montréal. Pour préciser, le REV avait déjà été planifié par la pandémie. Le projet tirait son inspiration de ses homologues au Danemark, où les chercheurs ont étudié les comportements des cyclistes afin de bien concevoir des pistes et d'assurer leur sécurité. Le REV rallonge une tronçon de 10 km de longueur sur Saint-Denis avec des voies à sens unique sur des marges extérieures de la chaussée, protégées de la circulation par des terres pleines. Les feux de circulation ont été synchronisés à la vitesse moyenne d'un cycliste normal, avec des périodes de priorité aux cyclistes empêchant des automobiles de faire virage et traverser la voie cyclable. Les voies sont assez larges pour permettre le dépassement entre cyclistes qui voyagent à vitesse différente. Le REV est entretenu durant l'hiver avec des techniques de dégel au sol à la fine pointe de développement dans ce domaine. La communauté cycliste montréalaise se réjouit
de ce nouvel aménagement. Cependant, l'installation du rêve a suscité la grogne chez plusieurs commerçants avoisinants qui ont pignon sur rue à Saint-Denis. Ils ont argué que les cyclistes ne fréquentent pas leurs magasins et que la suppression des places de stationnement équivaudrait à des pertes de clients qui viendraient en automobile. Ils ont lancé une pétition qui n'a pas réussi à convaincre la mairesse. La littérature est claire sur les habitudes des achats des cyclistes. Ils viennent plus souvent dans les magasins. Oui, c'est vrai, ils peuvent transporter moins de biens, mais ils vont faire des achats locaux et ça rend les rues plus tranquilles et calmes et accueillantes pour les piétons, surtout des piétons vulnérables comme des aînés et des enfants. Ça bonifie la place. On peut bien se poser la question, qu'est-ce que peut amener plus de clients? Une place de stationnement pour une seule auto ou une piste cyclable pour des centaines d'utilisateurs par heure? Le rêve, malgré la pétition qui n'a pas réussi, le rêve s'est réalisé. On va lancer la discussion où on va parler des défis. Autant il y a des obstacles devant des cyclistes pour embarquer sur leur vélo dans le trafic. Autant il y a plusieurs défis qui obstruent le progrès de la bonification du réseau cyclable. Le premier défi est il y a souvent des tronçons de pistes isolées qui commencent ou se terminent aléatoirement à travers la ville. Le cycliste arrive au terme de la piste cyclable et se retrouve perdu ou confondu par sa prochaine direction en raison de manque de continuité de la piste. Il est confronté par une situation dangereuse où il doit improviser. La pensée sous-jacente au rêve est qu'il soit comme une colonne vertébrale du réseau avec plusieurs d'autres pistes comme des os qui rejoignent la structure et qui mènent au corridor scolaire ou à d'autres pôles d'activité commerciale éloignés. Ces architectes ont étudié les meilleures pratiques d'ailleurs dans le monde et ils ont les adaptées au contexte montréalais. Le deuxième défi est relié à la disposition de la grille cartographique de Montréal. Conséquence du patrimoine colonial, la division des terrains selon le système seigneurial rend les rues montréalaises de direction nord-sud plus rapides à naviguer comparé aux rues de direction est-ouest. La raison est simple. Les blocs de rue sont plus longs sur les rues nord-ouest. La rue Saint-Denis, où se retrouve le rêve, est une rue nord-sud et donc ce projet ambitieux a été plus réalisable que s'il avait été essayé sur une rue de direction est-ouest. Le défi pour l'avenir sera de voir si les aménagements semblables sont réalisables sur des pistes majeures est-ouest comme dans les rues Rachel ou de Maisonneuve, la piste Claire-Morissette. Le troisième défi est le moment propice du dévoilement du réseau, son timing. Certes, la pandémie a provoqué l'action de l'administration. Cependant, Montréal traîne à l'arrière de ses homologues européens en termes d'aménagement cyclable. Pourquoi Montréal a attendu si longtemps afin de mettre en place des pistes cyclables de classe mondiale? Le chemin a été long jusqu'à la situation actuelle. Des images populaires restent gravées dans la mémoire du cyclo-militant Bicycle Bob Silverman, appuyé par une jeune Claire Morissette qui, dans les années 70, s'est déguisée en Moïse et a tenu conférence de presse au bord du fleuve en essayant de séparer les eaux pour faire la traversée jusqu'à la rive sud, qui a été alors inaccessible par le vélo, ni par le pont Jacques-Cartier, ni par le métro. Les cyclistes ont dénoncé la situation et les changements ont été rapportés. La situation a un peu stagné depuis, même s'il y a une piste sur le pont Jacques-Cartier, ce n'était pas ouvert en hiver jusqu'en 2020, l'année 2020.
Des pistes ont été construites afin d'accommoder le cyclisme de plaisance et non pas le cyclisme utilitaire. L'arrivée de l'administration de Projet Montréal dans l'arrondissement du Plateau Montréal en 2009 a marqué un demi-tour dans la volonté des administrations municipales locales. Le petit parti politique était environnementaliste et pro-vélo et a construit plusieurs bandes cyclables au bonheur des citoyens. Mais avec la tenue des élections à date fixe prévue pour le 7 novembre 2021 et la menace qu'une administration moins favorable à ce mode de transport les remporte. Est-ce que les améliorations pourront perdurer? Il est possible que la mise en place du réseau bonifié a été un pari de la part de la mairesse pour plaire à ses partisans politiques qui proviennent en partie des regroupements environnementalistes. Il mérite de mentionner que malgré la infériorité du réseau cyclable à Montréal, par rapport au réseau européen, Montréal est classé parmi les chefs de file en matière cyclable en Amérique du Nord. Le quatrième défi, le final, est la puissance du lobby du pétrole et de l'automobile. Hyper puissant et influent. Le budget promotionnel des industries du pétrole et de l'automobile ont prédominé sur les cyclistes dans une véritable confrontation digne de David et Goliath. Une des premières batailles a été l'enlèvement des rails de tramway. Une campagne financée par des idéologues installés à Détroit, l'épicentre de l'industrie automobile états-unienne. Après avoir acheté des compagnies de tram, les manufacturiers automobiles ont tout fait pour assurer l'échec de ces entreprises. En rayant les options des transports en commun, les gens ont été forcés de s'acheter un automobile. Les tramways ont disparu. Plus tard, durant la crise de l'OPEC dans les années 70, la crise a déclenché des pénuries de pétrole et un sommet dans le prix de vente. Les pétroliers ont profité de la situation afin de rendre la population dépendante à l'essence. Malgré le fait que les sources de l'énergie alternative ont été recherchées et découvertes en conséquence, l'appétit du pétrole a alimenté des conflits et des guerres de conquête, surtout au Moyen-Orient, incluant des coups d'État planifiés par les États-Unis partout au monde. Dans les années 70 et 80, les chercheurs des compagnies de pétrole ont déterminé que notre consommation à l'essence était en train de changer notre planète. Et ils ont bien gardé ce secret. C'était seulement dans les décennies suivantes où la communauté scientifique a également trouvé le lien entre les gaz à effet de serre et les changements climatiques. Les gens partout au monde ont vécu un réveil écologique et où ils se sont rendus compte que l'automobile pollue l'atmosphère et accélère le réchauffement climatique. Les nouvelles technologies de communication ont permis la création des réseaux informels, des citoyens conscients, des effets potentiellement négatifs de la mondialisation. Ils portent la philosophie de penser globalement et agir localement. Les cyclistes montréalais n'ont jamais lâché prise et tout comme le rusé David, ont utilement vaincu le monstre gigantesque. Peut-être un jour, les déplacements en transport actif triompheront sur les transports à l'essence de fossiles. Oui, conclusion. La crise de la pandémie a provoqué un boom de bicyclettes, un essor de bicyclettes à travers la planète. La mairesse de Montréal a réagi en bonifiant son réseau cyclable. Le rêve a été coulé dans le béton, mais il reste à voir ce qui va perdurer du reste du réseau estival prolongé. Motivé par la santé publique et un souci écologique, le projet a été audacieux et controversé. Le réseau permet à l'usager de poursuivre son parcours en toute sécurité. Si le réseau Express Vélo était un rêve prémonitoire, l'avenir rayonne avec un espoir brillant pour les cyclistes de la métropole québécoise.
La raison reste de savoir si les améliorations cyclistes mondiales vont continuer après la pandémie est passée ou si on va retourner comme avant. Est-ce que notre avenir est celle d'un automobiliste stagnant dans la congestion de son auto ou allons-nous rouler dans un meilleur monde à deux roues? C'est tout. Merci de votre attention et que vos feux soient verts. Merci beaucoup, Michael. C'est super intéressant. Mais je pense qu'en tant que cycliste, il y a beaucoup d'enjeux qui reviennent dans la vie de tous les jours, notamment la sécurité et le changement qu'on a vu avec la COVID, hein, qui ont fait émerger beaucoup de pistes à Montréal et qu'on a beaucoup apprécié. Puis ça restera, c'est une excellente question. Donc, on va continuer avec la présentation de Mylène Thériault, qui a comme titre « La judiciarisation des problèmes sociaux en temps de crise sanitaire, un historique de la criminalisation du travail du sexe ». Mylène Thériault a fait son baccalauréat en communication politique et société à l'UQAM. Elle s'intéresse au jeu de pouvoir entre la population, les médias et les décideurs. Son mémoire porte sur le cadrage médiatique du travail du sexe lors de l'arrêt Bedford et du projet de loi C-36 au Québec. Donc, Mylène, je vais t'inviter à prendre la parole. Oui, bonjour. Donc, merci d'être encore là. Je vais partager mon écran moi aussi. Excusez-moi. OK, on y va. Donc, je vais juste faire. Parfait. Donc, c'est ça. Merci d'être encore là. Puis, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter le fruit de mes recherches, une partie des recherches de mes 2 dernières années qui portent, comme on l'a dit, sur le travail du sexe. Pour la présentation d'aujourd'hui, ma présentation pour cadrer, en fait, là, avec le sujet du webinaire, je me suis plutôt concentrée sur une question qui est avec une approche plutôt historique. Donc, l'hypothèse de base qui a guidé mes réflexions et ma présentation d'aujourd'hui est la suivante. Donc, les crises sanitaires ont été des éléments déclencheurs pour l'élaboration de lois qui encadrent le travail du sexe. Après mes recherches, je peux vous annoncer tout de suite que finalement, ce n'est pas si simple. Oui et non. Oui, les crises sanitaires ont eu des impacts effectivement sur l'élaboration des lois, historiquement, là, sur l'élaboration de lois pour encadrer le travail du sexe, mais aussi, surtout, sur l'application de ces lois-là et sur la répression, l'incarcération des populations marginalisées, mais aussi sur la création d'organisations, d'organismes communautaires, par exemple. Premièrement, on va faire une petite leçon d'histoire, donc une petite contextualisation. La Confédération du Canada qui a eu lieu en 1867 et le premier code criminel en 1892. Dans ce premier code criminel, il y avait le Vagrancy Act, qui est la loi sur le vagabondage, et dans le fond, qui était une loi qui avait pour objectif de gérer un peu les indésirables dans les villes. Si on lit, dans le fond, la définition de vagabondage, ce qu'on peut en comprendre, finalement, c'est que toute femme qui occupait l'espace public la nuit pouvait être accusée, finalement, de prostitution. Par la suite, vers la fin du 19e siècle, début 20e siècle, on parle d'urbanisation, une forte population masculine autour des ports et des chemins de fer au Canada. 6 fois plus de bordels que d'églises dans plusieurs villes. Et à ce moment-là, donc, les bordels étaient acceptés socialement puisqu'on affirmait finalement que c'était un espace pour que les hommes puissent exprimer leur excédent de libido et de masculinité. Et en fait, c'était aussi un endroit qu'on acceptait socialement parce qu'on disait que ça les empêchait, ça empêchait les hommes blancs d'aller coucher avec des femmes autochtones. D'ailleurs, justement, il y a eu un amendement sur le Indian Act de 1876, un amendement qui a eu lieu 3 ans plus tard, en 1879, pour criminaliser les femmes autochtones qui se rendaient justement dans les maisons closes et pour empêcher les mélanges raciaux. Au début du 20e siècle, il y a aussi eu la panique morale sur la traite des Blanches, qui est à cette époque-là, donc une augmentation. Il y
il y avait une augmentation de l'immigration, etc. Donc, une certaine crainte que les femmes blanches pures soient finalement exploitées, manipulées par des hommes racisés. Mais ça a été aussi un motif, cette panique morale-là a été un motif pour créer des organismes philanthropes par des femmes bourgeoises là, qui voulaient finalement, comment je dirais, rendre les villes plus acceptables et qui voulaient, c'est ça, dans une optique un peu moralisante finalement. Donc, dans la nouvelle colonie, il y a eu beaucoup de problèmes de santé au début du 20e siècle, épidémies d'influenza, de tuberculose, de syphilis, d'herpès et de gonorrhée. Donc, il y a eu la loi des mesures de guerre, une régulation 40D qui finalement obligeait les femmes qui avaient des relations sexuelles avec des militaires à se faire dépister et confiner confinement forcé. Encore une fois, bien sûr, c'était seulement appliqué aux femmes et non aux militaires en soi. La même chose s'est passée aussi en Europe. En France, on a eu la police des mœurs dans les mêmes années. Donc, les femmes qui étaient soupçonnées de racolage ou de prostitution devaient être enregistrées auprès des autorités et se soumettre à des examens médicaux. Et bien sûr, comme on disait, les hommes et les clients, les proxénètes n'étaient pas touchés par ces réglementations. On fait un petit saut dans le temps. On arrive dans les années 80, donc il y a eu la crise du sida, donc une augmentation faramineuse et rapide là, de maladies dans la communauté des hommes homosexuels qui a été dénotée au début des années 80. On ne savait pas trop qu'est-ce que c'était. Bon, finalement, au début, ça a été nommé le GRID, le Gay Related Immune Deficiency. Par la suite, ça a changé de nom pour le sida en 1982. Et d'ailleurs, en 1982, il y a eu le premier cas au Canada qui a été recensé. Un an plus tard, il y a eu dans la société canadienne, disons, on dénote une certaine crainte par rapport à la prostitution on disait qu'elle était de plus en plus visible dans les villes ou même dans les banlieues, etc. Donc, le gouvernement fédéral a créé un comité d'études sur la pornographie et la prostitution qui se nomme le comité Fraser. Après 2 ans d'études, ce comité-là a recommandé des sanctions plus sévères dans la prostitution de rue, mais une immunité pour les prostituées qui exercent de la maison, donc les escortes, etc. On a aussi, ce comité-là a plutôt suggéré de modifier, d'assouplir finalement les lois relatives au proxénétisme, de prendre en considération que, par exemple, les gardes du corps, les chauffeurs ne sont pas nécessairement des exploiteurs, et donc d'assouplir ces lois-là, et de mettre en œuvre des mesures sociales aussi pour éliminer les inégalités économiques et sociales entre les sexes et de mettre en place des programmes sociaux pour les femmes et les jeunes dans le besoin. Donc, malgré les recommandations du comité, le gouvernement fédéral a plutôt mis en place la loi C-49 qui interdit toute communication à des fins de prostitution. 3 ans plus tard, une étude a été faite pour vérifier les effets de cette loi-là. On a réalisé que les mesures policières sont devenues plus répressives, que le travail du sexe a été déplacé vers des lieux moins visibles, que les dossiers criminels des travailleuses du sexe se sont alourdis et que le nombre de meurtres de prostituées a explosé. Juste pour vous donner quelques chiffres, on parle de 12 meurtres entre 1978 et 1984, donc une moyenne de 2 par année, 4 en 1985 et 5 par année à partir de 1986 jusqu'en 1995. Ce qui est intéressant, comme je disais un peu en introduction, c'est qu'avec la crise du sida, le travail du sexe a été perçu comme un enjeu de santé publique, donc ça a créé des opportunités organisationnelles, c'est-à-dire qu'il y a eu une explosion d'organismes communautaires qui ont été créés durant les années 80. Ces organismes-là pouvaient justement demander du financement au gouvernement fédéral en mentionnant qu'ils luttaient contre le VIH. Puis encore aujourd'hui, beaucoup d'organisations qui luttent, en mentionnant qui luttent pour la prévention des ITSS sont capables d'aller chercher des subventions gouvernementales.
Donc, on se rapproche dans le temps. Donc, en 2009, on a eu le début de l'arrêt Bedford, c'est-à-dire qu'il y a 3 travailleuses du sexe et ex-travailleuses du sexe qui se sont rendues devant la Cour supérieure de l'Ontario et qui ont demandé une révision du cadre législatif qui entoure le travail du sexe. Elles affirment que plusieurs articles de loi qui entourent la prostitution sont inconstitutionnels car ils les mettent en danger, ce qui ne respecte pas l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, ça s'est rendu jusqu'en Cour suprême et finalement, le 20 décembre 2013, la Cour suprême leur a donné raison et a déclaré l'inconstitutionnalité de plusieurs articles de loi, puis a donné un an au gouvernement en place, qui était le gouvernement Harper à l'époque, pour proposer un nouveau projet de loi. Donc, les articles de loi en question là, qui étaient contestés, on a l'article 210 sur les maisons closes. On dit que les maisons closes pour les travailleurs du sexe sont un endroit pour s'organiser, un endroit sécuritaire pour se regrouper et travailler ensemble. Article 212 sur le proxénétisme, comme j'ai mentionné brièvement tantôt, là, on disait que les proxénètes, les chauffeurs ou les gardes du corps, par exemple, ne sont pas nécessairement des exploiteurs. Donc, d'assouplir un peu, que la définition, finalement, dans le Code criminel était trop restrictive. Et l'article 213, dont on a parlé aussi tantôt, qui a été créé en 1985 sur la communication, qui, en fait, pousse ces femmes-là à aller dans des endroits moins visibles pour communiquer avec leurs clients ou les oblige à entrer très rapidement dans le véhicule pour ne pas se faire voir, finalement, ce qui limite un peu la possibilité de négocier ou de discuter avec les clients. Quelques mois plus tard, donc, le gouvernement Harper a proposé le projet de loi C-36, la loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d'exploitation. Cette loi-là a reçu la sanction royale le 6 novembre 2014. Ce qui est intéressant, c'est que si on compare les anciens articles de loi et les nouveaux, on peut voir c'est les mêmes choses qui reviennent, mais reformulées d'une façon à ce que les travailleurs du sexe soient considérés comme des victimes et non comme des criminels. Et d'ailleurs, justement, il y a eu 2 articles de loi qui ont été ajoutés à ce moment-là. Donc, on rend la publicité illégale et aussi l'achat. Donc, comme le disent Casavant et Valiquette, en criminalisant l'achat de services sexuels, la prostitution devient illégale pour la première fois dans l'histoire du Canada, depuis 2014. J'ai voulu vérifier ce qu'il en était aujourd'hui, puisqu'on est en crise sanitaire, etc., là, par rapport aux effets que ça a pu avoir sur, justement, le travail du sexe. Je dois dire d'emblée que les recherches, pour l'instant, sont assez rares. J'ai trouvé une étude qui a été faite aux Pays-Bas et en Belgique, 2 pays où la prostitution est légale. On dit que la pandémie a eu pour effet de baisser la demande. Donc, on dénote une explosion d'offres et une baisse de la demande, finalement. Que ça aurait déplacé la prostitution vers des pratiques moins visibles et plus risquées. Donc, avant, on parlait des salons de massage, les vitrines, par exemple, à Amsterdam. Aujourd'hui, on parle plutôt de webcam, donc en ligne, mais aussi les services d'escorte plus individuels. Et que les rencontres sont plus longues avec les clients, mais ne sont pas plus payantes au final. Sinon, pour le Canada, ce que j'ai trouvé, les sources sont là, c'est surtout des articles journalistiques, disons, avec des entrevues avec des représentants d'organismes communautaires qui mentionnent justement une perte de revenus pour les travailleuses du sexe, qui aussi critiquent l'exclusion des programmes gouvernementaux comme la PCU, la fermeture de plusieurs ressources, le risque de transmission de la COVID, mais aussi la difficulté d'accès aux soins par rapport aux préjugés dans le système de santé. Une augmentation de la répression policière et une augmentation aussi de la violence de la part des clients. On sait aussi que la COVID-19 a eu un effet sur l'itinérance. Quand on pense, par exemple, au couvre-feu, il y a eu un décès même au début de l'hiver lorsque la politique du couvre-feu a été instaurée. C'est sûr que ça a eu des impacts aussi sur les travailleuses du sexe. On peut parler aussi du démantèlement du camping Notre-Dame, des éclosions de COVID dans les refuges. Donc, c'est sûr que
bon, c'est pas toutes les travailleuses du sexe qui sont itinérantes, mais certaines d'entre elles le sont. Donc, c'est sûr que ça a eu un effet aussi sur leur niveau de vie et sur leur sécurité. Donc, en conclusion, le but de ma présentation, un peu, c'était de réfléchir un peu à la façon dont on veut gérer la vulnérabilité, les problèmes sociaux dans nos sociétés. Donc, on a le choix entre des mesures. On peut voir qu'il y a eu historiquement, il y a beaucoup des mesures répressives et punitives qui ont été instaurées, alors qu'on devrait, selon moi, plutôt peut-être essayer de trouver une façon d'enlever ces obstacles-là et d'assurer une meilleure, une plus grande facilité d'inclusion sociale, disons. Donc, je termine avec cette citation-là que je vous traduis sommairement. Là. Donc, les mesures punitives et répressives n'enlèvent pas les obstacles pour les personnes vulnérables, mais les exacerbent. Elles brisent le lien de confiance entre ces communautés et les gouvernements et leur enlèvent tout sentiment d'appartenance. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mylène. C'était super intéressant. Survol historique qu'on n'a pas toujours la chance d'avoir quand on est sollicité à travers ces enjeux-là. Là. Donc, c'était super intéressant. Donc, on va rentrer dans la période de questions. Je vous invite à lever la main pour prendre la parole ou à communiquer dans la discussion. Je peux peut-être casser la glace. Moi, j'avais une question pour Michael en ce qui concerne la sécurité en bicyclette. Est-ce que tu as vu une différence entre la perception des dangers entre les femmes et les hommes? Est-ce que c'est documenté à ce niveau-là? Oui. J'ai lu dans mes recherches qu'il y a plus de... la portion des cyclistes, il y était plus de femmes qui ont emporté le vélo dans cette crise. C'est souvent, selon la littérature, il y a moins de femmes qui font le vélo pour des raisons de sécurité que des hommes. Et oui, durant la crise, il y avait une croissance de femmes dans les nouveaux usagers des rues. Peut-être parce qu'ils étaient plus sécuritaires et bien conçus. Mais oui, j'oublie la ville. Je pense que c'était New York. Merci beaucoup. Je ne peux pas lever la main, je m'excuse. Oh. Il n'y a pas de problème, vas-y. Oui. Donc, j'avais aussi une question pour Michael, étant un cycliste moi aussi. On a parlé brièvement dans ta présentation des pistes de plaisance versus les pistes cyclables plus utilitaires. C'est une chose en tant que cycliste que je constate aussi au niveau de la sécurité. Faisant moi-même du vélo, mais plus utilitaire que de plaisance. Donc, j'avais l'impression que les pistes cyclables, souvent, étaient pour une clientèle qui n'était pas nécessairement les gens qui se rendent au bureau et qui font du vélo au quotidien. Ayant été toi-même cycliste à vélo, l'hiver, c'est quoi le mot? Excusez-moi, le stress est en train de retomber, fait que je suis comme livreur courrier à vélo, excuse-moi. J'imagine que toi aussi, puis je pense pas que tu utilisais les pistes cyclables pour faire des livraisons. Est-ce que c'est ça, j'ouvrais la discussion par rapport à cet enjeu-là, les pistes cyclables utilitaires versus les pistes cyclables plus de plaisance, disons là. C'est vrai, c'est souvent dit que pas toutes les pistes sont créées de façon égale et égalitaire. Lorsqu'on construit des pistes qui sont plus agréables, ça retire plus de clientèle. Peut-être que ça ne répond pas à votre question, mais ça lance un peu de la discussion. Des aspects sont comme l'ombrage. Pendant la journée, il y a le soleil, il fait chaud. Lorsqu'on met des arbres, mais des arbres des espèces avec des grandes feuilles qui font beaucoup d'ombrage. Mais sur le côté de la rue,
où le soleil va aller avec la déclinaison du soleil. Ça crée plus un espace plus accueillant pour des cyclistes parce que on pédale, on respire, on respire. Oui, moi en tant que coursier à bicyclette et selon ce que j'ai entendu des autres coursiers, on boude vraiment les pistes cyclables durant la saison estivale. Ils sont trop achalandés, surtout dans la pandémie. C'est la deuxième année où on va avoir une pénurie de stock dans les magasins. On prend plus de risques comme ça, mais je dirais que en contrepartie, les coursiers vont utiliser les pistes cyclables pendant l'hiver. Parce qu'ils sont déneigés, c'est vraiment une ville commode pour des cyclistes, Montréal, pour des autres villes, comparé aux autres villes en Amérique du Nord. Plaisance et utilitaire. Oui, on peut penser aux exemples comme la piste sur le canal de Chine ou comme des pistes d'entraînement sur le Mont-Royal. Ça, c'est plus pour des pistes de plaisance et on trouve qu'il rejoint à nulle part. Et comment accommoder des cyclistes utilitaires? Souvent, le problème classique a été que les urbanistes et des ingénieurs civils qui ont conçu les pistes cyclables n'étaient pas des cyclistes eux-mêmes. Donc, ils ne comprenaient pas des comportements ou les motivations des cyclistes différents parce qu'ils sont issus de toutes sortes de vies. C'est surtout des hommes. Ça a changé pendant les années. Il y a une... Oui, je vais arrêter là. Merci, Michael. Ariane? Oui, désolée, je ne peux pas me lever la main non plus. J'ai une question, c'est plus une réflexion générale qu'une question pour Michael également. Quand tu parlais des défis qui se posent aux cyclistes, tu parlais du lobby de l'automobile et notamment avec ma métaphore David-Goliath pour parler finalement d'une opposition entre les deux. C'est vrai que c'est une chose qu'on entend dans les médias, c'est souvent les pistes cyclables ou le lobby du vélo qui complique la vie aux automobilistes et inversement. Juste, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen, c'est plus une réflexion, je ne sais pas si tu as un avis là-dessus, mais de concevoir ça finalement autrement, de créer un espace qui soit, où puisse cohabiter de manière sereine les automobilistes et les vélos, même si c'est pour le long terme, en fait, promouvoir plus l'expansion du vélo. Mais est-ce que ce ne serait pas peut-être plus productif, même pour à long terme, promouvoir plus le vélo, de concevoir ça de cette manière? Et est-ce qu'au niveau de l'aménagement, il y aurait des choses qu'on pourrait faire plutôt dans ce sens-là? C'est une question difficile. Je vais essayer d'être bref. Pour s'attaquer à la question, en ce qui concerne la cohabitation, je trouve que des gens qui habitent les quartiers centraux sont plus habitués de voir des cyclistes et savent comment les éviter. On voit ça souvent dans les gens qui font les autopartages comme une auto. Eux, ils vont avoir un vélo chez eux ou d'autres automobilistes qui habitent le plateau, ils vont avoir un vélo rangé dans le KGB, donc ils sympathisent avec le cyclisme. Où on voit le problème, c'est dans les quartiers éloignés et ils viennent dans les quartiers centraux de Montréal pour faire leurs achats. Et on a vu un décès sur l'avenue Papineau il y a 2 semaines. Lorsqu'on pense à l'avenue Papineau, ils deviennent un pont, le pont Jacques-Cartier sur la rive sud, et ils deviennent un pont sur la rive nord, à la rivière des Prairies. C'est vraiment une artère pour traverser le Montréal. Je songe, il n'y a pas de détails sur l'accident, mais j'imagine que l'automobiliste
tué, meurtré la cycliste ne provenait pas de Montréal. Le lobby David et Goliath, je dirais que David était petit. La petite reine, la bicyclette est petite. Et je considère ça comme, pas d'être violent, mais comme une guerre de terrain. OK. Lorsqu'on considère un projet comme l'interchangeur Turcotte sur un budget de 1 milliard de dollars et comment ça va améliorer la situation pour les automobilistes, et juste le petit projet de remplir un nid de poule devant chez nous, un nid de poule ou le béton mal construit ou un viaduc dangereux près de chez nous, un anglement, ça peut créer des problèmes pour un cycliste. Okay. Un nid de poule, ça crée une crevaison, on a un problème. C'est sur une petite échelle. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est une zone de guerre en chaque quartier, mais c'est pas sur une méga échelle comme l'interchangeur Turcotte, c'est sur une échelle microscopique pour le cycliste. C'est tout. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres prises de parole? Autrement, il est 11h26, donc on serait à la fin du webinaire et toucherait à sa fin. Je vous remercie vraiment de votre présence, les intervenants, les intervenantes, toutes les personnes qui ont participé et écouté le webinaire. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Bonne journée.